Chers collègues, la parole est à Madame Intermédiaire, pardonnez-moi. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, je tiens en premier lieu à saluer la méthode mise en œuvre par la Garde des Sceaux pour arriver à ce projet de loi, l'organisation inédite d'une conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Cette méthode a permis une évaluation des dispositifs existants et l'élaboration d'un texte à l'abri du danger idéologique qui menace toujours en matière pénale, avec l'objectif premier de mieux prévenir la récidive et faire de la détention un temps utile de reconstruction. Je salue aussi le travail mené par notre rapporteur Dominique Raimbourg, lequel a ajouté au projet de loi initial certaines nécessités dont le caractère impératif ressortait de l'étude d'impact. Je salue aussi mes collègues de la commission des lois, Elisabeth Pochon, Colette Capdevielle, Marianne Chapdelaine, etc. Et je dirais qu'en encourageant les condamnations à l'emprisonnement, les politiques pénales ont conduit au phénomène de la surpopulation carcérale et à un taux de récidive qui nous contraint de réagir. Comme le souligne l'étude d'impact de ce projet de loi, les délinquants majeurs sont condamnés à de la prison dans 94% des cas, 86% de ces condamnations comprenant un emprisonnement ferme. Et encore, ces chiffres ne concernent que les délits. Les lois promulguées depuis plus de 10 ans ont eu pour effet le prononcé de peines d'emprisonnement contribuant à la surpopulation carcérale. Ce faisant, les centres pénitentiaires, censés être des lieux de réinsertion, sont devenus des terreaux de criminalité, comme le démontrent les chiffres sur la récidive. Et pourtant, l'écrasante majorité des détenus a vocation à revenir vivre au sein de la société. Il est donc essentiel que la prison soit un lieu permettant la réinsertion. Il y a une croyance populaire qui veut qu'un condamné à de la prison n'a jamais vocation à en sortir, qu'il l'a bien mérité. C'est faux. La tragédie de Bruxelles constitue hélas la dernière illustration de cette chimère. En effet, l'homme arrêté à Marseille vendredi dernier et que tout indique être l'auteur des crimes perpétrés à Bruxelles le samedi 24 mai avait déjà été condamné à de multiples reprises pour avoir commis des vols aggravés. Il a été incarcéré au sein de divers centres pénitentiaires entre 2007 et 2012 pour ces délits. En décembre 2012, lorsqu'il sort de prison, la logique de notre système pénal aurait voulu qu'il cherche à se réinsérer, qu'après 5 ans de sa jeunesse perdue entre les murs d'une cellule, il cherche à rattraper le temps perdu. Alors qu'il n'était qu'un délinquant de droit commun, il s'est radicalisé au cours de sa détention. La prison peut être pour certains l'école du crime, elle peut être l'école de l'endoctrinement pour d'autres. Le projet de loi aujourd'hui discuté tire les leçons du constat d'échec de notre politique pénale, s'agissant des délits et de la récidive en particulier. Ce texte ne concerne que les délits et non les crimes, n'en déplaise aux quelques élus et autres associations qui ont intérêt à grossièrement entretenir la confusion sur ce point. Ce projet de loi redonne de la cohérence au code pénal et de procédure pénale et réaffirme ainsi le principe de l'individualisation des peines et inscrit les droits dont est titulaire toute victime d'infraction. Cette loi abroge les peines planchers en ce qui concerne la récidive légale, peine qui constituait réellement un antonyme au principe d'individualisation des peines. Elle organise un système de prise en compte de la personnalité de la personne condamnée, tant au niveau de la définition de la peine que dans l'accompagnement de la sortie de prison des détenus, et ce pour coller le plus possible au principe cardinal de personnalisation de la peine. Ce texte définit d'ailleurs de manière salutaire les finalités et les fonctions d'une peine de prison. Cette loi prévoit aussi la création d'une peine nouvelle, la contrainte pénale. La contrainte pénale tire les leçons de nos échecs passés et modernise le dispositif pénal. Elle ne s'applique qu'aux délits et doit s'adresser prioritairement aux délinquants qui, compte tenu des faits commis, peuvent le plus facilement être réinsérés au sein de la société. La contrainte pénale permet d'éviter la déconnexion avec la vie réelle provoquée par la prison. Ce maintien du lien entre le condamné et la société est garanti par un large éventail de prescriptions auxquelles il devra se soumettre. Ainsi, il pourra être contraint de réparer le préjudice qu'il a fait subir à la victime, de se soumettre à des soins ou de suivre une formation. L'addiction à la drogue ou à l'alcool constitue-t-il des délits utilement réparés par la prison? La question ne se pose pas. Mais cette peine n'est pas un signe de laxisme envoyé aux délinquants.
Elle n'est pas loin de là un parcours de santé pour le condamné, mais une astreinte à de sévères obligations durant une longue période, et ce, sous peine d'alourdissement des obligations, voire d'emprisonnement. C'est une punition utile. Évidemment, l'emprisonnement reste au cœur de la politique pénale, mais l'incarcération ne constitue pas toujours la meilleure solution. Comme le soulignait Beccaria, l'un des plus grands freins opposés au délit, c'est non pas la rigueur des peines, mais l'infaillibilité de celles-ci. Gageons qu'avec, entre autres, la contrainte pénale, le système pénal tende vers l'infaillibilité des peines. Je tiens enfin à mettre au crédit de notre ministre de la Justice sa volonté de rassembler justice, police et pénitentiaire dans cette mission de service public de réponse à la transgression. Nous l'avons constaté hier dans la loi relative à la garde à vue et nous nous en réjouissons dans la présente loi. Merci,